au sein d'Inextinso. Inextinso, c'est un cabinet d'expertise comptable. On est un des leaders du marché. Voilà. Et cette ligne de service.c, en fait, elle est dédiée aux créateurs, repreneurs d'entreprises. On accompagne à peu près 6000 créateurs d'entreprises par an sur tout le territoire national. Donc, juste 2 mots sur Inextinso avant de commencer. Donc, Inextinso, on est une filiale de l'association Deloitte France. Deloitte France, qui a donc 3 autres filiales qui sont Deloitte, qui fait de l'audit et du conseil financier, et Tage, qui fait du juridique et du fiscal, et qui travaille essentiellement avec Deloitte. Donc, je vous l'ai dit, Inextinso, on est un des leaders de l'expertise comptable. On accompagne 100 000 clients. On a à peu près 4700 collaborateurs, 220 agences en France, et on fait un chiffre d'affaires d'à peu près 370 millions d'euros. On a une offre très complète adaptée aux clients TPE, PME. Il faut savoir que la plupart de nos clients ont moins de 5 salariés, dirigeants compris. Donc vraiment, on est adapté aux petits clients et on leur offre, grâce à la puissance du groupe Deloitte, une offre complète qui va bien sûr se concentrer sur 4 cœurs de métier qui sont la comptabilité, le juridique, le social et le fiscal. Mais autour de ce cœur de métier, on a plusieurs axes de conseil pour les accompagner tout au long de la vie de leur entreprise, en commençant par la création de leur entreprise, et puis après tout un tas d'offres développement, croissance, pour les aider à grandir. Donc il y a des offres autour de la levée de fonds, il y a des offres autour de la croissance en franchise, il y a des offres autour du financement. Donc voilà, et on essaie d'accompagner au mieux nos clients pour qu'ils se développent. Ce que je vous propose de faire du coup pour cette première phase, c'est de réfléchir ensemble aux étapes de la création d'entreprise. Donc ça va être un petit peu participatif. Moi, ce que j'aimerais qu'on essaie de co-construire ensemble, c'est d'essayer d'identifier les phases ou les étapes qu'il faut faire pour créer une entreprise. Donc, je vais vous écouter déjà, me dire un peu en vrac. L'idée, c'est de faire un brainstorming et de réfléchir un petit peu à quelles vont être les étapes. Ouais. Alors, point de départ, avoir une idée. Alors, l'idée, en effet, c'est un bon point de départ. Après, on peut dire dans n'importe quel ordre, l'idée, c'est d'y aller, d'envoyer des choses. Après, on verra si on peut les classer. Identifier un besoin. Un besoin, ok. Alors, le concept. Ok. Alors là, j'ai entendu étude de marché. Et un peu plus loin, c'était financement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une équipe. Ok. Ok, je vais le mettre par là, sans moi qu'à la limite. Équipe. Ok, peu importe à la limite. Ouais. Conception, on l'a dit ici, donc on peut préciser du projet. Ok. Statut. Ok. Le BP, business plan. La faisabilité technique. C'est même avant, mais très bien. Faisabilité technique. Ok.
Faire un budget, ok, donc je vais le traduire par prévision d'activité. Ok, vous voyez d'autres choses? Créer une équipe, on l'a dit, recruter une équipe, je vais noter, je ne sais pas où. Ici, équipe, recruter. J'ai entendu business model aussi. Et donc, et d'étape de le lancement. Du marketing, ok. Ok. C'est à peu près tout là. On a tout épuisé. Ok. Domicilier l'entreprise. Ok. C'est à peu près bon. Bon. Là, on a eu un début d'ordre et puis après, c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a un mélange de grandes étapes et de petites étapes. Donc certaines vont se regrouper dans d'autres. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un petit peu les étapes classiques de la création d'entreprise. Ça sera la première thématique. Et la deuxième thématique, on fera un zoom sur le diagnostic de votre idée. Donc, vous l'avez compris, il y a plein de choses dans tous les sens. Le parcours de la création d'entreprise pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est un parcours qui est complexe. Et donc, c'est bien d'être guidé dans ce parcours-là pour faire les choses dans un certain ordre, pour avancer dans son projet de manière construite et cohérente. Donc, moi, j'ai défini 9 étapes pour la création d'entreprise, en réalité 7, enfin 7-8. Là, il y a 9 étapes sur le document, même 10 avec le 0. Donc ça, c'est ma manière de présenter la création d'entreprise. On peut le retrouver en 7 étapes, on peut le retrouver en 3 grandes étapes. C'est pas très important. L'essentiel, c'est de voir un petit peu l'ordre et l'enchaînement des choses. Ouais. Oui, je peux les remettre après à votre... Ok, à Jérémy. Donc, du coup, la première étape, à mon sens, c'est quelqu'un qui l'avait dit, c'est d'avoir une idée. Et une fois qu'on a cette idée, la première chose, c'est de valider le réalisme économique du projet. Je ne vais pas trop aller dans le détail de ce slide-là, puisqu'après, on va faire un zoom justement sur ces étapes-là. La deuxième étape, c'est de vérifier qu'il y a bien une cohérence entre votre projet et la personne ou l'équipe qui porte le projet. Donc là aussi, c'est un point sur lequel on va zoomer. Et l'idée, c'est vraiment de poser la question, est-ce que je suis l'homme ou les équipes ou la femme de la situation pour porter ce projet? Il y aura donc une première décision à prendre à l'issue de ce petit travail qu'on va faire ensemble juste après la présentation des étapes. Une fois qu'on a vérifié que son projet n'était pas trop contraignant, qu'il y avait des obstacles certes, mais qu'ils n'étaient pas un frein au projet. Donc une fois qu'on a pu vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre vous et votre projet, on va pouvoir passer à une étape suivante qui va être l'étude de marché. On va en fait approfondir le travail qui aura été déjà survolé dans un premier temps. Cette étude de marché va vous permettre normalement d'acquérir une vision globale de votre marché. Elle va vous permettre d'identifier les acteurs de votre marché, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les concurrents et également les prescripteurs. Elle va vous permettre aussi de valider votre offre produit et votre offre service. Et elle va vous permettre aussi de définir un chiffre d'affaires potentiel. Enfin, elle va vous permettre de définir quelle est votre politique commerciale. Donc c'est à peu près les grands objectifs d'une étude de marché. À l'issue de cette étape de l'étude de marché, vous allez avoir plusieurs situations devant vous. Soit vous allez vous apercevoir que le produit ou le service que vous proposez, finalement, il est complètement en inadéquation avec votre marché. Et du coup, il vous faut revoir votre copie complètement.
Soit vous avez vu qu'il y avait une inadéquation partielle du produit ou du service, et à ce moment-là, vous avez trouvé une stratégie, vous avez revu votre projet, vous l'avez adapté aux informations que vous avez récoltées lors de votre étude de marché. Ou enfin, finalement, le produit et le service que vous avez eu, que vous avez réfléchi, imaginé, est complètement en adéquation avec votre marché. Et à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est l'étude technique. L'objectif ici, c'est d'établir la liste des moyens qui sont nécessaires à votre activité. Donc c'est d'établir la liste, donc l'étude technique, je reviens, c'est d'établir la liste des moyens nécessaires à votre activité. Cette liste des moyens, elle va se définir en deux grands domaines. En clair, les moyens matériels dont j'ai besoin pour démarrer mon activité. Ça peut être un véhicule, des locaux, un site internet, un site e-commerce. Ça peut être du mobilier, du matériel informatique, du matériel de production. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des devis pour avoir des sommes précises, parce que c'est un travail qui va nous servir après pour établir, par exemple, les prévisions d'activité. Le deuxième type de moyens nécessaires, ça va être les humains dont vous avez besoin, en fait, la ressource humaine. Et donc là, c'est réfléchir à combien de personnes sont nécessaires au fonctionnement de l'activité. Donc, combien je vais en avoir besoin pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année. Parce qu'en fonction de montée en puissance de mon activité, je peux avoir à recruter plus d'équipes, à renforcer certains secteurs de mon activité, de mon équipe. La question aussi à se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir des associés, s'ils vont être salariés de la société. Voilà à peu près un petit peu les grandes idées. Et du coup, ici, ça va être de définir un montant estimatif de la masse salariale. Donc, une fois qu'on aura réalisé ce travail sur l'étude technique, on va se passer à l'étude juridique. Donc ici, l'objectif, c'est d'opter pour la structure qui sera la plus adaptée à votre projet, ainsi qu'à votre situation personnelle ou à la situation personnelle de l'équipe. Donc là, généralement, les personnes ressources dans ce cas, c'est des avocats, des juristes qui peuvent vous conseiller plus en profondeur et plus précisément sur le choix de la structure. L'étape 4, donc ça va être l'étape où on va, c'est ce que j'appelle l'étude financière, et c'est celle où on va élaborer les budgets, ça a été dit, et les prévisions d'activité. Donc, généralement, lors de cette étape, on va répondre à 4 questions essentielles. La première question, on va se demander de combien j'ai besoin d'apporter, de combien j'ai besoin en fait pour démarrer la vie de l'entreprise. Et généralement, on répond à cette question par le plan de financement initial. Donc, on réalise un plan de financement initial. La deuxième question, c'est est-ce que mon activité va être rentable ? Et là, généralement, on établit pour le savoir un compte de résultat. Et puis ensuite, on va établir un plan de trésorerie. Et ce plan de trésorerie va nous servir à répondre à la question, est-ce que mes sorties d'argent, elles vont être compensées au même moment par des entrées d'argent, de manière à ne pas avoir de problèmes de trésorerie et donc de problèmes avec ma banque. Ok. Et enfin, la dernière question, c'est la solidité financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle va se poursuivre au fur et à mesure du développement de l'activité? Et donc là, généralement, on établit un plan de financement à 3 ans. Donc en fait, on prévoit sur 3 ans l'augmentation d'activité et les charges qui peuvent aller avec.
l'augmentation du chiffre d'affaires avec les charges qui peuvent suivre. La 5e étape, c'est la recherche des aides financières. On vient de finir les prévisions d'activité. On sait combien il nous faut pour démarrer notre activité. Et du coup, va se poser la question de où je peux aller chercher de l'argent. Donc là, il y a un travail d'identification des aides qui sont disponibles pour les créateurs d'entreprises. Une fois qu'on a identifié les aides, on va pouvoir monter des dossiers de création d'entreprise, c'est-à-dire le business plan, ce que vous appelez le business plan. Et donc dans ce business plan, on va rédiger le business plan qui va être un petit peu le résumé de tout le travail qui a été fait avant et qui pourra être présenté pour aller chercher et convaincre des investisseurs. Donc voilà, le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est une présentation du porteur de projet et de ses associés. C'est une description de l'activité. C'est une présentation de votre marché. C'est des comptes prévisionnels sur 3 ans. C'est aussi de l'aspect juridique que vous présentez. Et c'est aussi des perspectives de développement. L'étape 7, c'est du coup la recherche des financements. Donc là, il faut rencontrer les banques, rencontrer les plateformes qui aident au financement. Donc ça peut être Initiative France, Réseau Entreprendre, voilà, suivant les projets. Il y a plusieurs acteurs, des acteurs aussi qui garantissent vos prêts, qui permettent de faciliter l'accord de la banque. Donc ça peut être aussi France Active, etc. Donc voilà, la recherche de financement, identifier les ressources financières, réussir les entretiens avec les banques, avec les organismes financiers, les business angels. Donc tout ça, ça se prépare. C'est des pitchs voilà, qu'on prépare. Et enfin, l'étape 8, ça va être les formalités administratives de constitution. Donc là, c'est vraiment trouver un acteur, quelqu'un qui va vous rédiger vos statuts, qui va les enregistrer. Donc là, on est vraiment dans la pure formalité. Donc l'objectif, c'est déclarer votre activité et demander votre immatriculation. Donc là, il y a un acteur qui est important qui s'appelle le CFE, Centre de formalité des entreprises. Pardon, merci. Donc ce centre de formalité des entreprises, il diffère en fait suivant votre activité. Donc là, je vous ai mis les cas les plus courants. Donc les artisans, ceux qui ont une activité artisanale, donc ceux qui fabriquent quelque chose, vont s'inscrire à la Chambre des métiers de l'artisanat. Ceux qui ont une profession qui est plutôt d'ordre intellectuel, on appelle ça la profession libérale, ils vont s'inscrire au centre des impôts ou à l'URSSAF de la ville de l'entreprise. Ceux qui ont une activité plutôt commerciale, industrielle, c'est la CCI, Chambre de commerce et de l'industrie, auprès duquel on va s'inscrire. Et enfin, ceux qui sont plutôt une activité d'agent commercial, eux, c'est le registre des agents commerciaux du tribunal de commerce. Pour identifier votre CFE, très souvent, il suffit de téléphoner à l'un des acteurs, soit la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, soit la CCI, et généralement, ils vous répondent et ils vous disent, ils vous orientent sur l'acteur. Si vous passez par un conseil, un avocat ou un juriste, généralement, il peut se charger de ces formalités. Et la dernière étape, ça va être confier votre comptabilité à un expert comptable. Donc là, ça peut être donc voilà, c'est organiser c'est concevoir l'organisation de votre activité pour pouvoir suivre des indicateurs clés. Et donc ça, c'est avec l'expert comptable que vous allez rencontrer, qui va vous permettre de mettre en place des tableaux de bord qui vont vous aider à avancer. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce grand déroulé sur les étapes de la création d'entreprise ? Oui. Ok. Bon, InexWeb, c'est vraiment, c'est pas trop l'objet, mais c'est un outil que nous on a en fait, qui permet tous nos clients en fait ont cet outil InexWeb. C'est un portail en fait sur Internet, c'est-à-dire que tous nos clients ils peuvent se connecter de leur PC, de leur téléphone sur cet outil qui s'appelle InexWeb, où ils vont retrouver en fait tout le travail qui est fait avec les comptables d'Inexinso.
Donc c'est toutes les factures que vous nous avez envoyées. Vous avez un coffre où vous retrouvez vos factures classées, vos cabis, vous les retrouvez là. Donc vous avez une messagerie qui est dédiée, des plannings aussi qui sont mis en place avec du travail, des échanges de travaux. Vous remettez-moi telle facture à telle date, la remise, les documents faits pour les TVA, etc. Donc tout est planifié, c'est une sorte de grand tableau de bord pour nos clients qui leur permettent de savoir où ils en sont, d'avancer. On leur fait aussi de la veille sociale, de la veille sur leur métier d'activité. Donc voilà, il y a des fils d'information, il y a tout un tas de choses. On a essayé de faire une grande plateforme pour les aider à avancer. Voilà, je l'ai mis, mais ce n'était pas le lieu d'échanger trop là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les 9 étapes? Je vais les remettre. Bon, sachant que l'idée ici, c'était de présenter de manière générale ces étapes, je vous ai dit, moi j'en fais 9, d'autres en font 7, d'autres en font 6. Ça dépend un petit peu comment on regroupe les choses. Mais voilà, là, j'ai à peu près détaillé le parcours. L'idée, c'est que vous voyez un petit peu où vous en êtes dans ce parcours. Et moi, je vous propose à présent de zoomer, de se focaliser sur les étapes 0 et 1 de ce projet, de ce déroulé d'étapes. Donc, zoom sur le diagnostic de l'idée. L'objectif, ça va être 2 choses. Ça va être valider le réalisme économique de votre idée et valider la cohérence homme-projet ou femme-projet. Voilà. Donc, au tout début, il y a une personne qui m'a dit que le point de départ, c'était l'idée. Donc, en effet, le point de départ d'un projet, c'est une idée. Tous ceux qui sont là, je pense, ont une idée. Cette idée, elle peut être soit en lien avec votre activité d'étudiant. Ça peut être aussi, certains peut-être travaillent le soir et ça leur a fait donner une idée. Donc, ça peut être soit en lien avec votre activité. Et dans ce cas-là, il y a des points de vigilance tout de même, parce que même si le type d'entreprise qui est créé, on le connaît bien, il y a toujours des écueils, et on ne maîtrise pas forcément toutes les facettes du métier. Donc par exemple, si je fais du service dans un fast-food, il y a je suis peut-être très bon dans le service du fast-food, mais créer son fast-food, c'est autre chose. Il y aura de la gestion, il y aura du management, il y aura du commercial. Donc c'est aussi parfois c'est toutes ces facettes-là que souvent on est un peu aveuglé quand on est dans une ligne métier et qu'on pense qu'on connaît bien l'environnement, c'est vrai, mais on oublie parfois que créer son entreprise, c'est plus faire un seul métier, mais c'est faire plusieurs métiers à la fois. La deuxième type d'idée qu'on peut retrouver ou classer, c'est l'idée qui est en rupture avec votre métier. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée d'un autre, celle d'un autre. Moi, je fais du conseil en création d'entreprise. Demain, peut-être que mon idée, c'est finalement ouvrir une pizzeria. J'ai vu que ça marchait bien, qu'il y avait des bons taux de marge. Et du coup, exploiter l'idée d'un autre, s'installer sur un marché qui est déjà existant, c'est rassurant. Ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est qu'il faudra que je trouve des points de différenciation avec mes concurrents. Donc là, il y a un travail souvent à faire sur qu'est-ce qui va me différencier d'eux, qu'est-ce que je veux apporter de nouveau par rapport à ce qui se fait, de différenciant. Est-ce que moi, mes pizzas elles seront cuites au feu de bois? Est-ce qu'elles seront faites avec des légumes bio ou des produits bio? Voilà. Enfin, c'est ce genre de réflexion qu'on peut avoir pour essayer d'exister dans ce panel de concurrence. Après, il y a l'idée innovante. Alors, l'idée innovante, elle peut, c'est créer un nouveau produit, exercer une nouvelle prestation qui nécessite de réaliser parfois des études de marché approfondies. Donc, c'est parfois ça la difficulté. Quand on est très innovant très tôt, parfois le marché n'est pas prêt. Parfois, le coût de la création de cette innovation est très cher. Donc c'est tous ces paramètres-là. Donc par contre, ce qui est génial, c'est que derrière, vous avez un espèce d'océan bleu, ce qu'on dit. On dit un océan bleu devant vous, où il n'y a pas de concurrence parce que vous êtes nouveau, tout est nouveau. Mais il y a souvent des coûts de départ et des coûts de communication.
de communication aussi pour expliquer à l'usager le nouveau concept, la nouvelle idée, la nouvelle manière de s'en servir. Et c'est pas toujours facile l'idée innovante, ce n'est pas toujours le choix le plus facile non plus. Alors, vous avez une idée de création d'entreprise, et du coup, la première chose à faire avant de s'engager dans du temps, dans de l'argent, de dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans le montage du projet, il va convenir de vérifier la pertinence de votre idée. Cela suppose que vous allez mener quelques investigations afin de déterminer les risques et les conditions de réussite de votre projet. Donc, le cas échéant, vous allez pouvoir peut-être corriger votre idée de départ, ce qu'on appelle pivoter. Vous partez tous avec une idée. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de l'année, lorsque vous aurez travaillé, rencontré des acteurs de votre secteur d'idées, etc., vous n'ayez pas finalement, que votre idée n'ait pas évolué et changé. C'est ce qu'on appelle pivoter. Vous êtes adapté aux éléments de marché que vous avez rencontrés. Ça peut être aussi, donc il va falloir aussi mener des investigations de manière à voir si votre idée est réaliste et que vous êtes bien la personne de la situation. Donc comment on va s'y prendre ? Moi je vous propose une petite méthodologie, cette fois-ci en 8 étapes. La première étape, ça va être de délimiter les composantes de votre idée. La deuxième étape, ça va être de délimiter le marché a priori visé. La troisième étape, ça va être de déchiffrer, de décrire votre activité de façon très très précise. La troisième étape, ça va être de collecter des informations essentielles, de solliciter des avis et conseils, et d'analyser, la sixième étape, ça va être analyser les contraintes du projet économique. Et la septième étape, ça va être de définir votre projet personnel de créateur. La huitième étape, ce sera vérifier enfin le réalisme de votre idée. Et donc ça sera un petit peu l'étape de synthèse. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est vraiment, chacun là, vous avez tous une idée, c'est vraiment de le faire en direct avec moi sur chacune des étapes. On va commencer par délimiter les composantes de votre idée. Donc, tout le monde va le faire et après, on prendra quelques exemples pour voir qui a réussi à délimiter son projet. Donc, délimiter les composantes de son idée, ça peut paraître évident et en fait, c'est une étape capitale. Je vais prendre un exemple. Si je me suis réveillé ce matin, je voulais vendre du pain. Donc, peut-être qu'à cette table-ci, vous pensez à une boulangerie. Peut-être à cette table-là, vous pensez à un point chaud. Peut-être que moi, en fait, je veux vendre du pain avec des distributeurs. On mettrait 1 €. La baguette serait pré-cuite, elle serait chauffée. On la récupérerait au coin d'une rue. Ce distributeur, il maillerait en fait les quartiers. Et vous comprenez déjà, ou peut-être qu'une autre personne encore imagine que vendre du pain, il va le faire dans un labo et puis après se diriger vers des marchés et vendre sur des marchés. Donc vous voyez que déjà, on a beaucoup d'idées, beaucoup de situations différentes en fonction d'une même idée, juste je voulais vendre du pain. Et du coup, les contraintes qui sont liées à ça ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes contraintes que de vendre sur un marché, ce n'est pas les mêmes contraintes que de vendre, comme un boulanger ou d'avoir un point chaud. Ce n'est pas les mêmes contraintes de le faire à travers des distributeurs qu'on déposerait pour mailler le territoire. Donc, nous, ce qu'on va faire, vous avez compris, c'est le premier travail, ça va être de formaliser votre idée. Et il va falloir donc se poser quelques questions. Et les premières, ça va être, par exemple, quel service ou bien, très précisément, vous souhaitez produire ou exploiter. Il va falloir préciser si vous voulez concevoir, si vous voulez fabriquer ou distribuer, si vous voulez acheter, conditionner ou revendre. Et vous verrez que c'est déjà pas les mêmes, c'est pas du tout la même chose. Celui qui veut concevoir et distribuer, c'est pas la même chose que concevoir, fabriquer, distribuer. Ça demande des étapes supplémentaires et des contraintes différentes. Ça peut être aussi, est-ce que je veux faire un service d'assistance
un service de dépannage ou de dépannage à distance ou à domicile, là aussi on a des contraintes différentes sur la... Oui. Mhm. Mhm. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, au moins, ça vous précise exactement ce que ça voudra dire que dans votre projet, vous avez la contrainte de trouver un fabricant qui va respecter votre conception. Mais en revanche, vous n'avez pas la contrainte de faire la fabrication, ni les coûts liés à l'achat de machines, etc., etc. Donc c'est pour ça que là, ça serait bien que chacun mette un peu quelques mots-clés sur son projet et réfléchisse aux verbes qui conviennent le mieux à son projet. Ouais, on va laisser un petit peu de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous êtes sur une première étape. Vraisemblablement, ces mots que vous êtes en train d'écrire changeront, c'est fort probable qu'ils vont changer. Donc l'idée, c'est commencer à écrire, vous aurez tout loisir d'y revenir et de rechanger ces mots-là ou d'en prendre des plus précis. Mais déjà, comme ça, d'un premier instinct, c'est écrire vos premiers mots sur votre projet, quoi. S'il y en a qui sont prêts et qui veulent déjà dire les quelques mots qu'ils ont notés, en précisant, il faudra d'abord que vous précisiez ce que vous voulez, quel est un peu le projet, et peut-être dire deux, trois mots. Ou vous servir de ces mots-là pour décrire votre projet. Alors, qui c'est qui commence? Encore? Je laisse quelques temps. J'ai pas pris mon... Ouais, donc, juste un mot pour vous dire que c'est vraiment le point peut-être le plus important dans votre projet, parce que bien souvent, vous rêvez d'une idée, vous rêvez de développer tout plein de services, mais l'entreprise qui s'éparpille trop, elle réussit très rarement. Donc là, l'idée, c'est de vous concentrer sur un service que vous allez proposer, un produit ou un service d'ailleurs, et en répondant à cette question, ça va vous donner, OK, la première étape que je dois faire pour mettre en œuvre cette idée-là, ce projet-là, c'est celle-là. Donc se poser ces questions-là, c'est super important. Je sais qu'il y en a quelques-uns, moi, avec qui j'ai déjà échangé, qui restent bloqués là-dessus pendant très longtemps. Donc se poser ces questions-là, ça permet aussi de se lancer concrètement dans un projet entrepreneurial. Donc c'est une étape qui est fondamentale. Oui, on va regarder un peu toutes ces questions-là, mais je vais avancer sur les questions qui permettent de délimiter l'idée, et après on fera un petit tour pour voir comment vous avez pu vous en sortir. Donc, on l'a dit, une des premières questions, c'est qu'est-ce que je vais faire précisément? Quel produit ou service je vais faire précisément? Est-ce que je vais concevoir, fabriquer, distribuer? Que concevoir, que fabriquer, que distribuer? Ou voilà, toutes les variantes possibles.
La deuxième étape, c'est aussi se poser la question sur est-ce que le produit ou le service que je vais faire, il va être... En fait, c'est quel produit ou quel service serait réellement vendu? Est-ce que je vais vendre un droit d'usage du produit que j'ai fait? Est-ce que c'est le produit que je vends? Est-ce que c'est le service que je vends? Est-ce que c'est un droit d'usage que je vends? Est-ce que c'est un droit de reproduction de mon service? Est-ce que je vais vendre un bien seul ou est-ce que je vais vendre un bien et derrière, je vais vendre des accessoires à ce bien-là? Voilà, donc il y a toute une réflexion, il y a plein d'exemples. Et donc, du coup, il va y avoir toute une réflexion par rapport au financement de tout ça, entre autres. D'autres questions aussi, c'est à quel besoin va répondre précisément le bien ou la prestation et quelle est son utilité. Donc là, ce que je voulais préciser à travers ça, c'était que parfois il y a un écart entre ce que l'on croit qui va rendre service et ce qui est vraiment en fait. Et quand on échange avec les utilisateurs, il peut y avoir un écart important entre la perception que l'on a et celle qui est reçue par l'utilisateur et celle qui est perçue par l'utilisateur. Et du coup, on peut avoir soit des besoins qui sont très largement exprimés autour de cette utilité, ou soit des besoins qui sont plus latents. Et quand c'est des besoins qui sont plus latents, c'est plus difficile, puisque ça voudra dire que au niveau de la communication, il va falloir expliquer, changer les modes d'utilisation habituels, et tout ça, ça prend du temps, en fait. On peut prendre comme exemple de plus en plus aujourd'hui, on voit arriver dans les entreprises des espaces de sieste, donc des personnes qui les proposent et qui les vendent. Imaginez 10 ou 20 ans en arrière, une personne qui serait arrivée avec ce concept-là, je ne suis pas sûr qu'ils reçoivent le même accueil qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est beaucoup tourné vers le bien-être au travail, parce qu'il y a eu plusieurs événements dans l'entreprise, dans les entreprises, dans la société qui font que. Mais il y a quelques années en arrière, c'était pas aussi marqué. Idem, par exemple, pour les panneaux solaires, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, c'était pas la même approche non plus. C'est à peu près bon? Ouais. D'accord. Ok. Allez, pour voir ce que ça donne, ouais. Pardon. Quel type d'information? D'accord, ok. Bon, alors gardez le secret. Ok. Non, 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 mais... Ok. Ok. Donc là, je me sens un peu... bon, du coup... Donc, si on passe aux questions qui suivent, donc ouais. le produit réellement vendu, ce sera le vêtement connecté. Ouais, voilà. Donc vous, ça coule de source. À quel besoin il répond précisément? Quelle est son utilité? Donc aujourd'hui, nous, on s'oriente vers un public du coup, public de 15 à 35 ans qui veut pratiquer une activité sportive. Donc aujourd'hui, on a remarqué en général que les gens qui veulent reprendre le sport, qui font du sport, il y a pas mal d'informations sur Internet et les gens se perdent. Et aussi, il y a des risques de blessures très présents chez les gens qui prennent pas des coachs sportifs, etc., ou un suivi personnalisé. Donc notre vêtement permet de faire ce suivi-là.
sans avoir à prendre un coach sportif ou qui peut parfois être impressionnant ou ça fait trop pro, etc. Donc c'est un vêtement simple à utiliser, juste le porter, c'est du plug and play, du coup tu le portes, tu le connectes à ton téléphone, tu as un rendu, un rendu détaillé par rapport à ta séance de sport, peu importe le sport d'ailleurs en question, permettre de donner des informations par rapport du coup les risques de blessures que tu as pu avoir, comment améliorer ta séance, la rendre plus effective. Et aussi la sécurité du coup dans la séance du sport, éviter les blessures, etc. avec des conseils. Du coup, avec une base de données, etc. On choisit les bonnes informations sur Internet, du coup, et on les met dans notre application pour pouvoir réaliser cela. Donc, pour l'autre question, c'est... Donc, est-ce qu'il y a un caractère novateur? Donc là, oui. Ben, oui, du coup, on vulgarise produit. Du coup, des méthodes utilisées en biomédical aujourd'hui. D'accord. Quel serait le mode d'utilisation du bien ou du service? Donc ça, c'est assez simple, il faut le porter. Voilà, du plug and play. Tu le portes et tu le connectes. Ok. Comment serait-il vendu? Donc ça, c'est une question importante. Voilà. Ben, nous, on va commencer avec du e-commerce. D'ailleurs, on va faire des préventes pseudo crowdfunding. Après, du coup, e-commerce. Et après, on va essayer du coup de partenariat avec des marques. Du coup, par exemple Decathlon et de vendre du coup dans leur magasin de produits sportifs. Ok. Ah, mais ça, c'est après 3 ans du coup. D'accord. Après, on peut s'attarder un peu plus longuement sur les points forts, les points faibles, mais là, je vous laisserai réfléchir, poser tranquillement. En fait, je dirais la conception. D'accord. C'est un peu toujours le problème. Aussi, du coup, nous, on est ingénieur du coup électronique informatique, donc c'est un peu notre corps de métier, mais n'empêche qu'il reste quand même des connaissances à développer et du coup, le prototype, le sortir le plus vite possible, c'est toujours le problème. Ouais, il y a aussi au niveau de l'ergonomie, parce que exactement. Vous pouvez arriver à faire toutes les connexions, mais si elles gênent... Je fais du biomédical et j'avoue que quand on est avec les médecins, etc., c'est moche, ça va, ça passe. Du coup, on cherche aussi un styliste, un designer. D'accord. Ok, projet intéressant. Quelqu'un veut faire l'exercice ou on passe à la suite? Un dernier. On va changer de table. Voilà. Super. Merci. Alors pour la première question, quel service ou bien? Donc c'est une plateforme, une application qui permet aux utilisateurs de réserver leur plat avant de se rendre au restaurant. Voilà. Donc la question c'est quoi? Alors qu'est-ce que tu vas faire précisément toi? Toi tu vas créer une application, donc c'est un service. Oui. Qui va permettre au restaurateur de mieux prévoir ses commandes. Ça, c'est l'avantage pour le restaurateur, ce serait ça? De mieux prévoir et l'utilisateur de gagner le temps. De ne pas attendre. De ne pas aller jusqu'au restaurant et attendre, il y a la queue. De ne pas trouver sa table. Ok. Donc, pour le besoin, gagner le temps. Et voilà. Ok. Pour le produit, alors quel produit va être réellement vendu? Tu vas vendre quoi? Donc en fait, c'est une application où on peut ouvrir et voir tous les restaurants à côté. D'accord. Et sélectionner le restaurant où on veut manger. Okay. Et sélectionner par exemple directement celui qui s'en occupe du restaurant. Il y aura quelqu'un du service. Et on sélectionne nos plats, on paye sur l'application. Et par exemple, il y aura des frais, par exemple 50 centimes, quand ça c'est bon, et des frais sur la commande. D'accord. Et après, il choisit l'heure où il va arriver, et il se rend directement au restaurant, il trouve son plat prêt. Voilà. D'accord, très bien. Oui. Il y a une application qui vient de sortir de ce genre, il y a 5 mois. C'est un étudiant de Toulouse qui l'a fait. Je suis en contact avec lui, mais en fait, le concept est le même, mais l'idée d'utilisation de l'application n'est pas du tout la même. C'est différent. Mais voilà. Ok. Je ne pense pas en détail, mais... Comment tu vas distribuer ton application? Oui. Par les... donc ça sera distribué à travers sur les téléphones, il faudra te trouver. Sur le téléphone, oui. Donc, il y aura du référencement à faire, des choses comme ça. Ok.
Donc là, on a délimité les composantes de votre idée. Tout ce travail-là, c'est pour après en étudier les différentes contraintes. C'est pour ça que c'est important. Et encore une fois, avec l'exemple de vendre du pain, on voit bien qu'il y a plein de contraintes qui ne sont pas les mêmes, suivant comment j'ai formalisé mon idée. Tout comme celui qui conçoit mais ne fabrique pas, n'a pas les mêmes contraintes. Oui. Bonsoir, j'ai juste une question. Oui. En fait, pour avoir une idée qui fonctionne, il faut qu'elle réponde à un besoin, comme vous l'avez dit. Et pour ça, on passe par une étude de marché. Et moi, la question que je vous pose, je ne sais pas si vous allez y venir ensuite dans vos slides, mais quels sont les outils en fait, que vous utilisez pour faire une étude de marché efficace ? Alors, en fait, ici, je ne vais pas du tout parler des études de marché, puisqu'en fait, c'est une étape qui vient après. Ouais. Là, on est plutôt sur les étapes de départ. Mais je te donnerai quand même quelques éléments de réponse, puisque, en fait, sur cette étape préliminaire, qui est, encore une fois, l'idée de cette étape préliminaire, c'est ne pas dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent, en fonçant tout de suite sur l'étude de marché, etc., mais plutôt faire un tour d'horizon de mon idée, creuser quelques pistes que vous réapprofondirez lors de l'étude de marché, mais c'est déjà prendre un panel, une sensation générale de votre idée, d'identifier les points un peu compliqués et de voir s'ils sont un réel obstacle, un frein complet à votre idée, ou si vous trouvez des stratégies pour passer au-dessus. Donc là, on va... Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, enfin, du coup, pour répondre, premier atelier, c'était sur les études de marché. Donc, on n'a pas vraiment respecté l'ordre, mais il fallait être là. Et par contre, pour compléter, pour corriger un petit peu ce que tu as dit, l'étude de marché, elle valide ton idée, bof, et elle n'identifie pas un problème. Identifier un problème, c'est toi, dans ton quotidien, dans ce que tu remarques, dans ta vie de tous les jours, tu vois qu'il y a un problème qui peut être parfois tout bête, et tu penses à une réponse. L'étude de marché, elle va t'aider à calibrer un petit peu l'offre que tu vas proposer. Ça ne va pas valider clairement ton idée. Mais on va voir, parce qu'il y a un pré-travail là qui va être fait, qui est assez proche. Après, c'est une question de profondeur. Dans l'étude de marché, on va beaucoup plus en profondeur sur certains points. Ici, on survole un peu plus, on identifie, on repère le terrain, on va dire. Donc la deuxième étape de la méthodologie que je vous propose, c'est de délimiter le marché visé. Donc à ce stade, il ne va pas s'agir de réaliser l'étude de marché, mais de noter vos intentions et votre connaissance actuelle du marché. Donc par exemple, quelle est la nature du marché visé ? Est-ce que c'est un marché local, régional, national ? Est-ce que déjà votre marché il est plutôt permanent ou est-ce qu'il va être soumis à de la saisonnalité ? Est-ce que c'est un marché qui est captif, c'est-à-dire il y a déjà de gros acteurs qui sont installés dessus ? Est-ce que c'est un marché qui est plutôt fermé ? Donc on parle de sérail, c'est-à-dire il faut être dans le sérail pour rentrer dans ce marché-là. Il faut connaître les gens, où les gens se connaissent entre eux et travaillent entre eux. Donc c'est notamment dans le monde du diamant, c'est souvent comme ça. Dans le monde des habits aussi, on a aussi cette culture de sérail. Donc voilà. Donc c'est déjà voir un petit peu la nature du marché que vous visez. On peut le définir comme ça, c'est aussi définir le secteur d'activité dans lequel vous allez être. Donc voilà. Une autre question qu'on peut se poser, c'est à quelle clientèle pensez-vous toucher en fait ? Donc est-ce que d'un premier abord, vous imaginez toucher plutôt des retraités, des actifs, des jeunes actifs ? Ça sera plutôt dédié aux entreprises artisanales, aux PME, aux grands comptes. Donc c'est déjà tout ça. Vous pouvez me noter vos premières idées, vos premières impressions. Et l'étude de marché vous permettra après de vérifier si vos premières intuitions, vos premières intentions, elles étaient bonnes ou si au contraire, elles vous indiquent qu'il faut plutôt vous orienter vers d'autres cibles. Quelle clientèle pensez-vous pouvoir toucher ? Donc ça, on en a parlé. Quelle cible présentez-vous aussi ? Quelle cible vous pressentez, pardon. Les cibles que vous pressentez, ça va être une réflexion sur... Ça doit vous induire aussi une réflexion sur le lieu d'implantation. Donc,
si ma cible, c'est une imaginons, je veux ouvrir une école privée avec une méthodologie Montessori, j'en sais rien, et du coup, c'est des écoles qui valent cher parce que les profs ont une formation particulière, parce que c'est des écoles privées. Du coup, mon quartier d'implantation, il doit être mûrement réfléchi. Il faut que j'identifie la zone où mon école aura le plus de chances de rencontrer son public. Donc le lieu d'implantation, dans ce cas-là, est très important. C'est aussi faire attention, en se posant à ces questions-là, c'est faire attention que la clientèle que je cible, elle est accessible et solvable. Je prends le cas de l'école, d'une école privée avec une méthodologie d'éducation nouvelle. Si je sais que si je veux l'offrir à des personnes plus modestes, voilà, c'est peut-être mon souhait de départ. La réalité économique peut-être va me dire que c'est plus compliqué que ça. Peut-être mon public n'est pas solvable. Du coup, là, on peut reprendre quelques minutes chacun et essayer de répondre rapidement à ces quelques questions sur son projet en se disant comment il se situe. Donc, je vous laisse quelques minutes, il faut que je fasse attention. Sur la question 1, le marché visé précisait aussi le secteur d'activité. Vous pouvez vous amuser ici, par exemple, sur les cibles que vous pressentez ou quelle personne ou quelle clientèle vous pensez pouvoir toucher. C'est d'essayer de faire un petit peu le portrait robot de votre client, du client que vous pensez être idéal. Je vais prendre l'exemple d'un vendeur de voitures. Si vous lui mettez 100 personnes devant lui et que vous lui demandez de faire son speech pour vendre une voiture à une seule personne, vous savez qui il va choisir dans les 100 personnes qui représenteraient un panel de population? Il va choisir une personne plutôt, on parle de CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure. Il va choisir un homme, parce que c'est plutôt les hommes qui achètent des voitures. Il va choisir un homme d'une certaine tranche d'âge, plutôt entre 50 et 60 ans. Donc, bien entendu, peut-être qu'une personne de 18 ans lui aurait acheté la voiture, ou une personne de 20 ans, mais lui, il sait pertinemment s'il veut mettre le plus de chances de son côté, s'il veut utiliser le moins d'énergie et avoir le plus de retour sur l'énergie dépensée, que ce soit en termes de communication, d'argent, etc. Il a tout intérêt à cibler ce portrait robot d'acheteur, parce que ça, il sait que c'est le cœur de sa cible. Et il sait que souvent, il fera mouche en ciblant ce type de personne-là. Cet acheteur idéal, c'est un acheteur personne physique ou ça peut être personne morale? Parce que, par exemple, pour revenir sur l'exemple du pain, on peut dire que je vais faire du pain et je vais chercher un client idéal, mais je peux aussi vendre un restaurant, par exemple. Bien sûr. Ouais.
on peut imaginer mon portrait robot, c'est peut-être une PME de 50 à 100 salariés, faisant un chiffre d'affaires vous voyez, en fonction du produit que je vends, je vais plutôt m'orienter sur les PME, plutôt m'orienter sur les artisans, peut-être petits artisans, moins de 10 salariés. Je propose un service qui leur est dédié. Ils n'ont pas de site internet souvent, où il est mal référencé. Enfin, voilà, ça peut être suivant vraiment mon produit, mon projet, je peux faire comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment le portrait robot de la personne. Et ça, c'est votre étude de marché après qui viendra valider vos hypothèses. Donc là, l'idée, ça serait, définir son marché, 2, faire une sorte de portrait robot de votre client idéal, on va dire. Votre client le plus pressenti. Qui veut se lancer, là ? Qui se lance? Si on fais un jeté de micro, celui qui l'attrape. Merci. Donc moi, mon projet, ça serait de faire une application qui mettrait en relation des particuliers. Donc voilà, l'objectif, ça serait qu'il y ait certains particuliers qui proposent de faire des plats et d'autres, du coup, pourraient leur acheter. Donc ça serait une application qui ferait la relation entre ces deux particuliers. Donc pour moi, le marché visé, c'est plutôt les étudiants et les jeunes actifs. Donc ça sera plutôt des personnes en fait, par exemple, qui ont quitté récemment leur foyer familial, quelque chose comme ça, et qui n'auraient pas forcément l'habitude de faire manger, qui n'ont ou sinon pas très envie de cuisiner. Du coup, ils auraient l'opportunité. En fait, il y a deux types de personnes. Voilà. Donc, il y aurait le client qui, voilà, lui, n'aimerait pas cuisiner et voudrait pouvoir acheter, et la personne qui aime bien cuisiner ou qui voudrait pouvoir arrondir ses fins de mois et du coup vendre des repas. Donc, il faudrait des personnes qui participeraient toutes les semaines. Il faudrait plutôt quelque chose de permanent. C'est plus efficace si c'est localisé. Si on est un peu dans toute la France, ça risque d'être pas très efficace, parce que si on trouve quelqu'un qui peut vendre des plats mais qui habite par exemple à 20 km, ça sert à rien. C'est pas très efficace. Et donc voilà, ça pourrait. Donc voilà, c'est plutôt ton marché, ça va être. Donc j'ai bien compris ton concept. Tu as besoin de deux populations. Une population qui aime cuisiner, qui voudra arrondir ses fins de mois, et une population qui n'a pas envie de cuisiner et qui n'a pas envie non plus d'acheter des plats industriels, qui préférerait avoir accès à du fait maison. Et donc, et toi, ta cible, ta clientèle ciblée, ce serait des étudiants de première, deuxième ou troisième année. Ça serait la cible à peu près idéale que tu imagines. Oui, c'est ça. Ok. Donc ça, et pour le marché visé, donc ça va être, tu vas être sur un marché. Donc toi, tu disais, donc tu vas le démarrer au niveau local, je suppose, peut-être sur quelque chose de. Oui, ça serait mieux en fait de commencer, de viser plutôt quelque chose de plus local, parce que sinon ça serait pas efficace. Enfin, il faut concentrer par exemple la publicité, tout ce qui est marketing, sur quelque chose de local au départ pour lancer
l'application. Ok. Et surtout, un premier travail qui va être recruter les gens qui vont cuisiner pour avoir une offre. Voilà. Peut-être qu'au départ, payer des gens, presque payer des gens, ou sinon recruter des amis, des connaissances pour aider à lancer. D'accord. Ok. Qui d'autre veut tester? Enfin, moi, juste un mot. Enfin, ubérisation de la cuisine, ça marche très bien. Juste attention à l'hygiène. Quelqu'un d'autre? Donc nous, en fait, on aurait deux types de clients. Donc les premiers, c'est plutôt des gens dans la tranche d'âge, donc 15 à 35 ans, qui sont un peu branchés et connectés. Donc ils regardent YouTube, par exemple, les youtubeurs comme Thibaut InShape ou Bodytime, par exemple. Donc ils veulent un peu suivre l'effet de mode. Et ils aimeraient bien se remettre au sport, mais sur Internet, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses. Il y a tout et n'importe quoi. Donc ça marche pas en fait. Donc ils veulent quelque chose qui marche. Et comme on l'a dit, ils veulent pas prendre un coach parce que ça peut coûter cher, ça peut être un peu intimidant, ça oblige à respecter des horaires. Et à cet âge-là, on n'aime pas forcément respecter des horaires. Donc ça c'est les premiers clients. Et les deuxièmes, c'est plutôt des sportifs confirmés, donc qui ont déjà plusieurs années d'expérience et qui cherchent vraiment à passer un cap. Donc qui veulent savoir, par exemple, s'ils commencent à stagner. Donc en musculation, la stagnation, ça existe, et ils veulent passer ce cap. Donc ils veulent savoir qu'est-ce qui va pas, et donc ça leur permettra en fait d'acheter des vêtements de très bonne, avec un très bon rapport qualité-prix, qui leur donneront les informations, donc tout ce comme on l'a dit, donc rythme cardiaque, effort musculaire, tout ça, et du coup à la fin de la séance, ils auraient un compte rendu qui ferait un peu comme un coach et qui leur dirait là où ça allait pas, et les points qu'il faut améliorer pour la séance d'après. Ok. C'est bon. Ok, on passe. On va passer du coup à l'étape 3. Donc l'étape 3, en fait, c'est une étape un petit peu de synthèse de ce que vous venez de faire. En fait, grâce aux questions qui sont posées ci-dessus, qu'on a posées précédemment, vous allez pouvoir à présent écrire de façon rigoureuse, précise et complète, en peu de phrases, ce qui pourrait être l'activité de votre future entreprise, en tenant en compte toutes les dimensions qui touchent au principe de production, de vente et de fonctionnement. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, normalement, c'est l'étape de synthèse. Vous récapitulez un petit peu ce qu'on a vu, les phrases, et c'est déjà une première manière de présenter votre activité avec un niveau de détail un peu plus important que simplement je veux vendre du pain. Donc là, on a toutes ces trois étapes nous ont permis de formaliser le projet. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer de rentrer dans une... c'est pas l'étude de marché, mais c'est quand même un premier niveau d'étude. Et on va rechercher, en fonction de l'activité projetée, les spécifications qui peuvent être techniques ou juridiques, à mon idée. On va se poser... On va... réfléchir sur on va réfléchir sur les données de vos clients potentiels, ah non pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc en fait ok, donc là l'idée c'est de collecter les informations essentielles sur votre projet, et pour ça vous allez aller chercher des spécificités techniques ou juridiques, ça je l'ai dit. C'est aussi aller chercher des données sur vos clients potentiels, et ces données-là vous allez pouvoir les trouver auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie ou de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est aussi avoir des statistiques sur des volumes de consommation spécifiques, sur des taux d'équipement ou d'autres informations qui vous semblent pertinentes. Et ça, vous pouvez par exemple aller les chercher auprès de syndicats professionnels. Dans chaque secteur d'activité, il y a un syndicat professionnel. Parfois, eux-mêmes achètent des études de marché, ils les rendent disponibles. Donc, échanger avec le syndicat professionnel de votre secteur d'activité, ça peut vous permettre de glaner un grand nombre d'informations facilement.
Vous avez aussi l'INSEE qui vous permet d'avoir accès à des chiffres. Après, ça peut être suivant le projet, ça peut être la mairie, ça peut être un ministère, voilà, auprès duquel vous pouvez récupérer des informations. Donc, je ne sais plus, au fond, la personne qui était intéressée pour collecter des informations, savoir comment on s'y prend, il y a plusieurs niveaux dans l'étude de marché. Il y a un premier niveau où on cherche de l'information globale. Ça, tu peux déjà te faire un début de connaissance sur tout ce que tu trouves sur Internet, etc. Il y a déjà une mine d'or d'informations. Après, tu peux aller rencontrer des acteurs ou échanger avec eux. Et là, je donne déjà un premier niveau d'acteurs important. Souvent, les syndicats professionnels, c'est quelque chose où on ne pense pas souvent, où on n'y pense pas toujours, et alors que quand il y a souvent des mines d'informations, encore une fois, ils achètent parfois des études de marché, vous pouvez parfois échanger avec eux, ils vous donneront un éclairage sur le métier, les tendances, etc. Vous allez donc du coup, grâce à ces informations que vous allez collecter, vous allez donc réaliser une pré-enquête sommaire terrain. Donc encore une fois, ce n'est pas l'étude de marché, c'est vraiment une pré-enquête sommaire en questionnant, par exemple, des commerçants qui jouxtent le local commercial où vous souhaitez ouvrir. Ça peut être aussi vérifier le plan d'urbanisme à la mairie pour vérifier que le local commercial ne sera pas ne va pas être, je perds mes mots, mais vérifier en fait le plan d'urbanisme à la mairie, que lorsqu'on a un local, c'est vérifier que, par exemple, demain, il ne va pas se construire quelque chose, un centre commercial énorme, ou qui viendrait faire concurrence, ou que la rue va changer de sens et que ça voudrait dire que où elle va devenir piétonne. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça qui peuvent être soit aller dans le côté positif du projet, ou soit parfois vous desservir en fait. Et c'est aussi à cette étape-là que vous allez contrôler que les textes législatifs vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Donc, si je résume sur cette partie-là, c'est rechercher, donc c'est collecter de l'information. Du coup, c'est rechercher des informations spécifiques, techniques et juridiques. C'est réaliser une pré-enquête terrain sommaire, si besoin. Et c'est contrôler la législation qui est liée à votre activité, qui n'a pas besoin d'un diplôme spécifique, etc., etc. Donc là, on est en train tout doucement de collecter un certain nombre de contraintes. L'étape 5, qui reste un petit peu dans cette mouvance-là, ça va être solliciter les avis et conseils. Donc là, c'est se poser la question, qui sont les professionnels qui peuvent m'aider sur mon projet. Donc les professionnels, il y a déjà les conseillers en création d'entreprise. Eux, ils sont soumis à un secret professionnel, donc vous pouvez échanger avec eux de votre projet. Ils sont présents au CCI, dans les CCI, dans les CMA, donc Chambre de métiers et de l'artisanat, CCI, Chambre de commerce et de l'industrie. Vous en retrouvez aussi dans des associations comme la BGE, etc. Vous en retrouvez aussi sur votre espace ici, Pépite. Voilà, certains experts comptables aussi ont des conseillers spécialisés en création d'entreprise. Donc voilà, c'est des acteurs qui peuvent vous aider à réfléchir à votre projet et à vous apporter un éclairage un peu différent. C'est aussi les responsables de syndicats professionnels, on l'a vu tout à l'heure. C'est peut être aussi vos fournisseurs. Les fournisseurs, c'est un très bon moyen aussi d'avoir de l'information sur votre projet. Les sous-traitants aussi. Donc si vous faites appel à de la sous-traitance, ça peut être intéressant de les contacter, d'échanger avec eux sur votre projet. Les revendeurs, les concurrents potentiels. Et bien sûr, pour toutes ces personnes-là, il faut prévoir un questionnaire. Et lorsqu'on échange avec des concurrents, on peut même imaginer un scénario. Un scénario, c'est un petit peu comme font les chasseurs de tête. Donc par exemple, vous, c'est assez facile. Vous êtes étudiant, vous pouvez dire que dans le cadre d'une étude
pour votre prof d'économie, vous souhaitez approfondir le secteur 2, et du coup, c'est très facile pour vous d'obtenir des informations. Je pense que du coup, ils sont moins sur leur garde en voyant votre jeunesse et arriver sur leur territoire. Donc voilà, donc ça peut être aussi une manière comme ça. Il y a aussi un point qui est hyper important, pour aller chercher de l'information. Il y a les concurrents, mais il y a aussi ce qu'on appelle la notion de confrère. Donc un confrère, c'est quelqu'un qui fait la même activité que vous voulez faire, mais pas sur le même territoire. Donc vous ne vous retrouvez pas en concurrence. Donc je ne sais pas, demain je vais ouvrir un magasin sur l'Île-de-France. Ben, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher à Montpellier quelqu'un qui fait la même chose et de lui téléphoner et d'échanger avec lui. La concurrence n'étant pas là, il y a des chances qu'il s'ouvre plus à moi et qu'il me réponde à plus de questions. Si vous avez une idée innovante, pensez à vous renseigner auprès de l'INPI pour la protéger. Déposez votre concept. Oui. INPI, c'est l'organisme national de protection des idées. C'est très facile, vous allez sur Internet, vous tapez INPI numéro de téléphone, vous avez un 0800 qui va s'afficher, et en fait les consultants, vous avez derrière ce numéro un consultant qui va vous conseiller en ligne sur ce que vous devez faire. Ils sont très pros. Vous pouvez aussi les rencontrer, ils font souvent des permanences aussi dans les CCI, les CMA. Donc vous identifiez la CCI, la CMA proche de chez vous, vous leur téléphonez pour savoir quand est-ce qu'un conseiller INPI passe. Je crois qu'il y a une conseillère qui vient souvent en Nanterre, elle a des jours précis, vous pouvez aussi la rencontrer. Très souvent, moi je fais par téléphone et ça marche très très bien. Dès le début, je dirais, après au moins ce niveau d'approfondissement, c'est-à-dire quand vous avez à peu près une certitude que votre projet tient la route. Parce qu'encore une fois, à la fin de cette étape-là, on va décider, ou vous allez décider, vous allez prendre votre première décision de chef d'entreprise. Est-ce que mon projet est valable ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il tient la route économiquement? Est-ce que je suis l'homme de la situation pour ce projet? Ou est-ce que mon équipe est l'équipe de la situation pour ce projet? Ou est-ce que je suis la femme adéquate pour ce projet? Après, donc, enfin, juste pour compléter, INPI, c'est pour le dépôt de marque aussi. Donc si vous avez une idée de marque, c'est aussi vers l'INPI qu'il faut vous tourner. Tu mets ta marque, ton logo généralement. Ah oui. Ouais. Parce que normalement, quand vous avez une idée de marque, votre premier réflexe, c'est d'aller voir sur l'INPI s'il est disponible. Parce que c'est premier arrivé, premier servi sur les marques. Donc si votre nom, il existe déjà, vous ne pouvez pas le déposer. Donc si vous avez une idée de marque à poser, il faut le faire rapidement. Ouais. Ouais, après, faites attention parce que on peut avoir le même nom qu'une autre entreprise si elle n'est pas dans le même secteur que vous. Okay. Ouais, quand vous êtes dans des secteurs éloignés, vous avez le droit d'utiliser le même nom qu'une autre entreprise. Nous, Inexinso, on a la chance d'être d'avoir la marque de sous-vêtements de Auchan ou je ne sais pas quoi. Donc vous avez des slips Inexinso et pourtant, alors je ne sais même pas qui a été premier ou pas, mais voilà. C'est votre CE. C'est ça, c'est un coup du CE. Donc voilà pour cette étape 5. Donc là, c'est vraiment déjà faire un premier niveau terrain. Vous verrez que dans l'étude de marché, vous reprenez toutes ces étapes-là, vraiment en allant plus en profondeur sur chacun. Là, l'idée, c'est de survoler. Par exemple, si vous avez des connaissances dans le secteur, de les utiliser, passer un petit coup de fil. Voilà. C'est surtout faire du réseau, là, essayer d'avancer comme ça.
L'étape 6, là, on va arriver vraiment, tout ce travail-là, il nous a permis de définir vraiment quelle est mon idée, à qui elle va s'adresser, etc. Et de relever un certain nombre de contraintes qui peuvent être liées à mon projet éco. Et donc, du coup, là, on a décrit de manière précise son activité. Vous savez quelle clientèle vous recherchez en priorité. Vous avez collecté un certain nombre d'informations terrain et de manière générale sur le net ou documentaire. Et là, vous allez analyser vraiment les contraintes qui sont liées. Donc, généralement, les grandes contraintes, elles sont soit liées au produit ou à la prestation. Par exemple, j'ai un produit qui a une durée de vie très courte. J'ai un produit qui se vend une fois, mais le renouvellement d'achat est très lent. J'ai un produit où le coût de production est plutôt élevé. J'ai un produit qui est plutôt un effet de mode, et là je peux me poser la question, aujourd'hui je vais vendre ça, mais demain, dans 1 an, quand l'effet de mode sera passé, c'est quoi ma stratégie? Je peux avoir aussi des contraintes liées au marché. Donc là on va trouver, par exemple, là ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on se lance sur un nouveau marché? Est-ce qu'on est sur un marché en décollage? Est-ce qu'on arrive sur un marché qui est mature et où déjà les places sont très établies? Est-ce que je suis sur un marché en déclin? Et là aussi, se poser la question de qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je suis sur un marché qui est saturé? Est-ce que je suis sur un marché qui est fermé? Voilà. Chaque marché que je vous cite là a des avantages et des inconvénients. Voilà, arriver sur un nouveau marché, c'est la difficulté parfois de faire connaître son service, c'est la difficulté de le faire comprendre à l'utilisateur, c'est tous ces points problématiques-là qu'on peut avoir. Donc souvent, lorsqu'on arrive avec un nouveau produit, il faut parfois de l'argent pour bien communiquer, pour bien faire comprendre l'avantage et changer en fait le mode d'utilisation ou les habitudes de l'utilisateur. Ça peut être aussi des contraintes, dans les contraintes qu'on retrouve souvent, c'est les contraintes de moyens. Donc mon projet, il a une barrière financière, il est très cher. Par exemple, j'ai accompagné récemment une personne qui voulait ouvrir un centre de sport et de loisirs sur la région parisienne. Et pour lui, son concept, c'était d'ouvrir un espace familial où tous les membres de la famille trouveraient une activité qui les intéresserait. Du coup, il ne voulait pas se contenter de faire juste un espace game, ou juste un bowling, ou juste des salles de sport fitness, ou juste du paddle, ou du squash. Lui, il voulait réunir toutes ces activités-là sur un seul centre. Donc des terrains de foot à 5, etc. La contrainte de son projet, c'était que, notamment en termes de barrières financières, c'était un projet qui coûtait à peu près un peu plus de 2 millions d'euros. Plus trouver un espace adéquat pour accueillir toutes ces activités au même endroit. Voilà. Quand on lui proposait de réduire la taille du projet, il nous disait non, ça n'a pas de sens, parce que moi, mon projet, ce que je veux, c'est un espace familial où toute la famille trouve son activité chez moi. Vous me dites, contente-toi que de se faire une chose, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, voilà. Donc ça peut être une barrière financière, des investissements qui peuvent être lourds, ça peut être des contraintes. Après, il y a toujours des moyens de les surmonter. Parfois, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est à vous après de voir ce qui est faisable ou pas. Les contraintes légales, donc ça, on en a parlé déjà un petit peu avant. Là, on le réaffirme. La contrainte légale, c'est la nécessité d'un diplôme, d'une habilitation, d'un permis. Voilà. Donc ça aussi, renseignez-vous bien auprès du CFE ou auprès des syndicats professionnels s'il y a nécessité d'avoir des diplômes particuliers. L'étape 7, ça va être de définir votre projet de créateur d'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième grande étape. Là, à l'issue de ces contraintes éco, vous avez validé, vous le comprenez, le projet économique. Vous avez dit quelles sont vos contraintes par rapport à votre projet économique. Maintenant, on va passer à une deuxième étape, c'est est-ce que vous êtes bien l'homme de la situation? C'est ça qu'on va vouloir savoir. Ou est-ce que vous êtes l'équipe de la situation qui est capable de porter ce projet?
Donc ici, il va falloir faire un travail d'introspection et se poser quelques questions personnelles et être vraiment réaliste face à ses capacités et donc se juger soi-même. Donc la première chose qu'on peut regarder, c'est quelle est ma personnalité, comment je me définis moi. Peut-être qu'on peut aussi demander dans son entourage comment tu me vois, comment tu me trouves, comment tu me définis. Et en fonction de ça, c'est réfléchir à quelle est mon activité, est-ce que ça peut matcher. Alors là, j'ai mis quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Mais donc, je suis on me définit plutôt comme quelqu'un de rigoureux et de sérieux. Donc, si mon idée elle est dans un milieu plutôt scientifique ou industriel, bon, c'est plutôt peut-être que ma personnalité colle bien. Si je suis plutôt taciturne, donc j'aime pas trop échanger avec les gens, j'aime bien être dans mon coin, etc. Si je me lance sur une activité où il est crucial d'aller chercher le client, de faire du démarchage parce qu'il y a une forte concurrence, je peux me dire que je suis pas l'homme de la situation. Ça risque de pas bien matcher. Donc là, il y a plusieurs solutions. Quelles sont les solutions d'ailleurs que vous proposeriez à cette personne-là ? Déjà, la première chose, chercher un partenaire. Ça, c'est une bonne chose. Ou alors, donc ça peut être soit chercher un associé, soit chercher un salarié qui pourrait faire ce job-là. Ou un sous-traitant, si en effet on pense qu'on veut sous-traiter la partie commerciale. Pardon ? Voilà, ou ne pas se lancer, c'est aussi se dire que finalement on a le bon projet, on a un projet qui tient la route, qui est réaliste économiquement, mais on n'est pas la bonne personne et on pense que ça arrive. Hein. On peut avoir l'inverse, on peut avoir deux choses, on peut avoir des gens qui sont les bonnes personnes mais qui n'ont pas le bon projet, et on peut avoir des gens qui ont le bon projet mais qui sont pas les bonnes personnes. Si je suis extraverti, enjoué, peut-être que je suis hyper à l'aise dans les actions commerciales et là tout roule. Donc voilà, bon, j'ai mis quelques autres points, mais voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut se poser comme question, c'est des questions autour de votre potentiel. Donc vos potentiels, c'est-à-dire vos compétences, etc. Donc là, j'avais mis deux exemples. Donc une boutique de philatélie, donc le potentiel qu'on va me demander, il est différent que par exemple vendre vendre et installer des cuisines. On ne va pas demander les mêmes choses, c'est pas le même potentiel. La maison de presse, c'est pas pareil que distribuer du matériel bureautique dans les entreprises. Donc là, dans ces deux comparaisons là que je viens de faire, il y a les activités de gauche qui n'ont pas besoin de punch commercial, et au contraire les activités de droite qui vont en demander beaucoup. Donc là, c'est aussi ces points-là sur lesquels il faut se questionner et voir dans votre équipe, si vous êtes à plusieurs, qui peut faire quel rôle, etc. Vos motivations ensuite. On va réfléchir à vos motivations. Elles ne doivent pas être en contradiction avec les réalités du projet. Alors j'ai mis quoi comme exemple ? J'ai mis l'exemple d'une société de service, par exemple. Moi, j'avais quelqu'un qui m'a dit, moi, je me lance en création d'entreprise, je veux plus de patron. C'est quoi votre activité ? C'est une activité de service. Je lui dis, mais demain, votre patron, c'est votre client. Tous les jours, vous allez lui devoir un service. Quand il n'est pas livré comme vous voulez, vous allez vous faire engueuler. Donc finalement, c'est parfois ça. Parfois, on a une idée en tête, mais ça peut il faut bien se rendre compte de la réalité de l'activité. Vos objectifs, c'est aussi faire le point sur vos objectifs. Est-ce que les objectifs que vous voulez, pourquoi vous créez, c'est quoi vos objectifs ? L'objectif, est-ce que c'est devenir leader ? Est-ce que c'est revendre dans 5 ans ? Est-ce que c'est travailler en solo ? Là aussi, c'est important de se poser la question sur quel objectif vous donnez à votre création d'aujourd'hui. Et quand vous êtes à plusieurs, c'est vérifier que tous les membres de l'équipe, ils partagent bien cette même vision. Hein ? Est-ce que tout le monde est bien sur ce même objectif ? Est-ce que tout le monde est prêt à faire le même type de sacrifice, passer un certain nombre d'heures, travailler sur le projet ? Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est définir la vision de votre entreprise à moyen terme.
Ça, c'est très important à mon sens. Les compétences et savoir-faire. Donc là, ça va être identifier les facteurs clés de succès. Donc généralement, dans l'entreprise, on retrouve... donc là, je vais donner quelques exemples, mais c'est un petit peu les grandes pierres angulaires de la création d'entreprise. C'est je suis gestionnaire, je dois manager et j'ai du commercial. Donc c'est identifier dans votre projet qu'est-ce qui prédomine dans ces 3 activités-là. Par exemple, si mon activité, elle est sur des marges très faibles, j'ai plutôt intérêt d'avoir un profil de gestionnaire, de bon gestionnaire, parce que là, mon bénéfice, il tient à peu, et si je gère mal, je perds mon bénéfice. Si mon projet, il m'oblige à avoir des équipes, beaucoup d'équipes, et qu'en plus, dans ces équipes-là, le secteur est connu pour avoir un turnover assez fort. J'ai intérêt plutôt d'être bon dans le management, dans la relation humaine, etc., pour essayer de garder le plus longtemps possible les personnes qui travaillent avec moi, pour aussi parce que ça veut dire que quand on travaille avec des gens, il faut les manager. C'est tout un relationnel humain qui n'est pas toujours facile à faire. Et si j'ai pas cette appétence pour les autres, ça peut être compliqué. Ou si j'ai du mal à dire non, ou si j'ai du mal à réprimander quelqu'un, ça peut être compliqué dans le management. Ensuite, l'autre exemple, c'est au niveau commercial. Donc, si le secteur est très concurrentiel, j'ai plutôt l'intérêt d'avoir dans mon équipe ou d'être moi-même, d'avoir une très bonne fibre commerciale. Après, vous devez aussi vous interroger sur vos contraintes personnelles. Donc, ça peut être des contraintes qui sont liées à la disponibilité au temps. On peut avoir une très bonne idée et finalement, on est pris par tout un tas de choses et on n'a pas le temps, pas la disponibilité pour la mettre en place. Donc, c'est être au clair avec soi-même. Vraiment, cette étape-là, c'est vraiment une étape d'introspection où on essaie d'être au clair avec soi-même, d'être au clair avec ses associés et de voir les atouts de chacun et est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec notre projet. Donc c'est aussi les contraintes financières. Je ne sais pas, je veux me lancer, mais je suis charge de famille, ma femme ne travaille pas, j'ai des enfants à nourrir. Ça peut être un risque important, ça peut être compliqué, je l'évalue, je vois si je me lance ou pas. Ça peut être ma capacité d'emprunt. Quelle capacité j'ai pour aller chercher du financement. Donc on l'a vu, il y a des projets qui peuvent nécessiter de lourds investissements. Voilà, ça peut être un frein et en plus qui peut être renforcé par le fait que finalement j'ai peu de capacité d'emprunt. Ça peut être des contraintes d'ordre familial, j'en ai cité. Et aussi un point important, c'est le soutien de sa famille. Déjà, un projet de création d'entreprise, c'est pas évident, mais en plus, quand vous avez une personne proche de vous qui est contre en fait votre projet, la création d'entreprise, c'est des hauts et des bas. On a des grandes joies parce que du jour au lendemain, on apprend une super bonne nouvelle ou on découvre quelque chose de génial qui va booster le business. Et puis le lendemain, on n'avait pas vu un obstacle. Du coup, on est très déçu. Et si vous n'avez pas le soutien de la personne qui vous accompagne dans la vie, ça peut être très compliqué. L'étape 8, c'est un petit peu encore à nouveau une synthèse de ce qu'on a vu. En fait, vous allez sur cette étape 8 vérifier le réalisme de votre idée. Et donc du coup, je vous ai fait 2 colonnes avec le travail que l'on a fait. Donc il y a d'un côté le projet personnel du créateur, de l'autre côté le projet économique. Les 7 étapes qu'on a fait avant, elles vous ont permis d'être au clair à peu près sur ces chapitres-là. Donc le projet économique, mon activité envisagée, mon marché visé, mes contraintes, mes risques, mes menaces, mes atouts, mes opportunités. À travers ça, je valide le réalisme économique de mon projet. J'ai fait mes enquêtes terrain, j'ai rencontré du monde, je sens qu'il y a quelque chose qui est possible et je me dis que finalement mon projet il est tout à fait réaliste et que ça tient la route. Après, je dois me poser la question, est-ce que maintenant, moi ou mes équipes, on est l'homme, la femme, l'équipe de la situation ?
Et donc du coup, pour ça, vous avez fait une introspection tous ensemble, déjà peut-être chacun de son côté, tous ensemble ensuite, et du coup, vous réfléchissez à votre personnalité, au potentiel que vous avez dans l'équipe, à vos motivations, à vos objectifs communs, aux compétences et aux contraintes personnelles que chacun a. Et puis vous réfléchissez du coup à la cohérence que vous avez entre vous et votre projet. Et si les deux facteurs-là sont réunis, vous allez pouvoir avancer. Donc c'est un petit peu, on en revient en haut avec la première décision à prendre à l'issue de ce travail-là. Est-ce que mon projet est trop contraignant ? Est-ce qu'il y a de nombreux obstacles, mais on retravaille plus en profondeur, où on va trouver des sources de financement, où on va acquérir de nouvelles compétences ? Ou est-ce que vraiment là tout est bon et à ce moment-là on va creuser sur l'étude de marché. On passe à l'étape suivante, c'est l'étude de marché. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des points ?